Bonjour les achats, bonjour à tous, bonjour Bonjour à Sébastien, tous. Bonjour Guillaume, ça va? ça va et toi? Bah ouais, ça va. Pour une fois, on s'est pas vu, puisqu'on n'est pas au bureau aujourd'hui, donc Exactement. d'habitude je te dis bonjour, mais tu es dans la pièce à côté, quoi. Dans la salle. Alors, on va voir si tout le monde commence à arriver. Hop. Est-ce qu'on est live? Alors, faites-nous des petits coucous, et comme d'habitude, on fait un petit tour de table. Vous nous dites où est-ce que vous êtes en ce moment. On aime bien, en général, il y a du monde d'un peu partout dans le monde. Alors là, c'est les ponts, on n'a pas annulé le live. Mais il est probable qu'on ait un peu moins de monde que d'habitude. Bah, profitez-en pour poser vos questions. Allez, je regarde si on est en ligne. On aura le replay comme d'hab Je regarde si on pour est les on. gens, pour les gens inscrits sur LinkedIn. Et après, on met les replays sur notre Bonjour chaîne Christophe. YouTube. Bonjour Valérie. Je pense Ah, que ça c'est bon. commence à arriver. Alors ça, hop. Bonjour Christophe. Bonjour Jean. Ouais, ça arrive. Cyril. Dis donc, la dernière fois, c'est impressionnant là, les amis. On avait 300 personnes en live pendant le live sur la politique achat. J'ai halluciné. Je pensais pas qu'on serait autant. C'est monstrueux. Ouais, c'était chouette. Ouais. C'était à quelle heure d'ailleurs notre dernier C'était live? à 11h, je crois que c'était à 11h et quelques. C'est pas mal, hein, le Le créneau. créneau. Ouais, le créneau est pas mal. Ah, Grégory de Moldavie. Ça, c'est pas mal, ça. Cyril de Lyon. Lyon, les Yvelines. Bon, c'est top. Allez, on attend un petit peu que tout le monde arrive. Je vois, là, on est une cinquantaine. Bon, c'est cool. Armel. Ah, je vois les noms. Figure-toi, quand je suis sur l'ordinateur, je vois pas, je vois LinkedIn User. Et par contre, sur le téléphone, je vois que c'est Armel Martin. C'est une nouveauté. D'accord. Avant, on ne voyait pas. Peut-être une réactualisation. Ouais. Bon, on va démarrer, puis ceux qui arrivent en retard, vous ne serez pas à l'heure. Je pense que ça me semble être une bonne analyse. Allez, on y va, c'est parti. Donc, continuez, hein, ceux qui arrivent à nous dire où est-ce que vous êtes. Là, je vois que vous êtes une cinquantaine, devez être une dizaine à avoir commenté. Allez, hein, commente, dites-nous un peu où vous êtes et participez à ce live, puisqu'on risque d'être assez peu nombreux. Donc, il faut vraiment que vous participiez. Bonjour Véronique. Ah ben voilà, on a des habitués. Sofiane, Maroc, pour l'instant tenant du titre du plus loin. Ah non, Moldavie, c'est plus loin. Second. Bon, on y va. Alors, Sébastien, un sujet que tu connais bien, puisque quand tu es arrivé chez SWOT, tu as un petit peu, même totalement révolutionné cette expertise chez nous, quand on était une entreprise de conseil, puisque quand tu nous as rejoints, je crois que c'était en 2015, quelque chose comme ça, on t'a mis sur des Déjà. dossiers. Ouais, déjà. Aïe, aïe, aïe. On était jeunes et fringants. Mais tu es arrivé, et donc toi, ancien directeur qualité, 10 ans dans la qualité, reconversion aux achats. Et donc, du coup, on t'a pris à l'époque en alternance et on t'a mis sur des dossiers de consulting, sur des dossiers extrêmement complexes. Je me souviens très bien, je t'ai dit, voilà, le dossier, il en est là, voilà le tableau de bord, etc. Tu t'es mis dans ton coin pendant quoi? Peut-être 10 jours. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais ça avait l'air très sérieux ce que tu faisais, donc on t'a pas dérangé. Et puis, un jour, tu m'as dit, Guillaume, on peut se voir. Et donc, on s'est posé et tu m'as montré, en fait, ce qui allait devenir la formation tableau de bord qui a été suivie par plusieurs milliers de personnes aujourd'hui. C'est quand même assez hallucinant le succès de cette formation. Et surtout, nous, à l'époque, moi, j'avais l'impression de savoir faire des tableaux de bord, très clairement. Ça faisait plus de 10 ans que je faisais des tableaux de bord sur des projets quand même très complexes. J'arrivais toujours à mes fins, mais au prix de mois et de mois, voire de semaines, enfin plutôt de semaines de travail sur chaque dossier. Et surtout, ce n'était pas dynamique, donc je pouvais faire des erreurs. Et toi, tu es arrivé avec une nouvelle façon de faire, qui est le data management, gestion de base de données, qui est la vraie méthode. Et tu as révolutionné ça chez nous. Et quand on est devenu un centre de formation, donc c'était en 2018, quelque chose comme ça, on a commencé à le faire, tu as passé quand même, quasiment un an, si mes souvenirs sont bons, à faire cette formation à mi-temps pour pouvoir la rendre disponible à tous les acheteurs. Voilà. C'est Donc, ça. ouais. Cette formation, en fait, elle est vraiment issue de problématiques de consulting, hein, sur les premières missions sur lesquelles j'ai rejoint Guillaume. C'est des missions qui étaient effectivement toutes déjà lancées, où à l'époque, on avait
des missions en rémunération vis-à-vis des objectifs que l'on atteignait ou pas. Et dans ce cadre-là, on avait, dans ce premier jet, l'obligation de pouvoir démontrer effectivement sur l'ensemble du portefeuille achat les évolutions tarifaires, les évolutions des budgets. Donc, à l'époque, on était sur des missions qui étaient vraiment à l'économie, sur lesquelles on faisait déjà des efforts par rapport aux leviers RSE et environnementaux principalement, où on essayait de mettre en avant tous les gains que l'on pouvait aller chercher. Et on avait une problématique d'outils pour montrer tout ça. Donc, on a commencé à faire le tableau de bord. Et après, très rapidement, j'ai pu participer à des missions de A à Z. Et en fait, sur les missions d'intégration, on a eu une problématique cette fois-ci qui était plus opérationnelle, qui était dans comprendre les datas telles qu'elles étaient avant de monter un appel d'offres. Là-dessus, en fait, on a créé un outil. Cet outil, je l'ai refondu, effectivement, comme disait Guillaume, pendant 1 an, en réflexion. Quelles sont les recommandations de Microsoft? Comment Microsoft a pensé l'utilisation du logiciel Excel le plus simple possible et dans ses bonnes pratiques. Et un travail sur les bonnes pratiques a révolutionné un petit peu cet outil, a fait finalement un outil qui est très simple, très solide, compatible toute version, et qui a débouché sur une formation que l'on a testée pour le coup à l'université de Toulouse. Ça a eu un succès fou. Et puis on s'est dit, pendant le Covid, je me rappelle, on a commencé à vendre l'outil seul, sans formation. Ouais. Et je crois que la première journée, on en a vendu une dizaine, alors qu'on avait une toute petite communauté sur LinkedIn. Et ça nous a montré à quel point il y avait un besoin au niveau des achats de maîtriser les datas. Et je pense que cette façon de faire, avec un outil très simple finalement, a énormément plu, plaît toujours, parce qu'en fait, on n'a rien modifié à part de la mise en forme et de l'esthétique sur les 6-7 dernières années. Et aujourd'hui, voilà, ça fait le bonheur de nos apprenants. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, je vois qu'il y a Véronique qui l'a fait ici, il y a Jean, et peut-être parmi, là, je vois, on est une soixantaine. Il y a forcément des personnes parmi vous qui l'ont déjà passé. Effectivement, on a des retours qui sont, voilà. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Bon, dites-nous quand même d'où vous êtes là. Vous êtes 60. Il y a 10 personnes qui nous ont dit d'où elles sont. Donc, s'il vous plaît, dites-nous. Pendant qu'on parle, là, dites-nous d'où vous êtes. C'est quand même intéressant. On a souvent des gens du Canada, d'un peu partout. Donc voilà, surtout que quand on fait les lives tard, c'est aussi pour les personnes qui sont à l'étranger avec des gros décalages horaires. Donc, dites-nous. Alors, Sébastien, on va rentrer. Déjà, on va tout de suite aller dans la cible. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de bord et qu'est-ce qu'on va voir, comment on fait cet outil-là. Hop. Donc là, vous avez une vision d'un tableau de bord. Je ne sais pas si la visibilité est bonne, dites-nous dans les commentaires. Je vous ai mis une vidéo, on va aller sur le vrai outil juste après. Et là, c'est pour vous montrer. Donc en gros, j'ai mis la vidéo avec aussi la matrice, on y reviendra tout à l'heure. Mais hop, j'essaie de revenir en arrière. Voilà. En gros, un tableau de bord, on va avoir en haut les familles, les articles, les fournisseurs, on va avoir les mois, les années, on va connaître tous les KPI importants, on va vous questionner un petit peu sur ces KPI tout à l'heure, vous allez nous dire pour vous quels sont les KPI importants. Surtout, un tableau de bord tout seul ne sert à rien. Un tableau de bord est un outil pour pouvoir derrière structurer une stratégie, pouvoir remonter les résultats et mesurer la progression. On peut améliorer que ce qu'on peut mesurer et ça commence par le tableau de bord. Donc, savoir faire un tableau de bord, c'est un peu l'une des premières étapes à mettre en place quand on rentre sur un portefeuille. Sébastien, avant de rentrer dans vraiment la structuration d'un tableau de bord, petit focus sur l'évolution de la fonction achat. Et vous allez voir que ça impacte directement les tableaux de bord. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, quand on est sur des niveaux de maturité relativement bas, typiquement du management des approvisionnements, on va retrouver tout ce qui est vision mensuelle, planification des besoins. On ne peut pas vraiment dire qu'on a besoin d'un tableau de bord. En réalité, à ce niveau-là, on va principalement avoir des outils de planification du besoin, souvent sur Excel, avec des stocks plus ou moins justes, mais on va surtout essayer de planifier les commandes. Donc, c'est un tableau de planification, ce n'est pas ce qu'on appelle un tableau de bord, on va dire à un niveau stratégique. Ce qu'on peut retrouver, le tableau de bord est très utile à ce niveau-là aussi parce qu'il faut savoir que, je vous montrerai tout à l'heure, mais quand on a un outil qui nous permet, en cliquant sur un bouton, c'est-à-dire le nom du fournisseur, de savoir combien on lui a acheté sur telle période, l'évolution des coûts des articles,
etc., etc., ça permet quand même de préparer ces négociations beaucoup plus vite. Donc, dès le niveau 2, finalement, on commence à avoir un intérêt en termes de maturité à travailler sur les tableaux de bord. C'est vraiment à partir du niveau 3 où là, le tableau de bord devient assez incontournable, puisque quand on rentre dans ce qu'on appelle le management des achats, donc là, en dessous, on ne fait pas des achats, on fait des appros. Passer des appros et négocier, c'est pas être acheteur, je le répète, mais bon, je pense qu'ici, tout le monde est à peu près informé. Par contre, quand on commence à rentrer dans le management des achats, on commence à avoir une vision annuelle, on rentre dans des cycles plus longs, moyen terme, long terme, qui veut dire stratégique. Stratégique veut dire aussi une vision à long terme. Et bien là, on va commencer à activer les leviers commerciaux, dont notamment l'appel d'offres. On va commencer à essayer d'identifier tous les leviers qu'on va pouvoir activer pour réduire le risque. Les fondements de la fonction achat de base, c'est vraiment activer les leviers commerciaux, appel d'offres, massification, contrat pluriannuel, RFA et j'en passe, et réduire les risques, donc mettre en place des bisources, etc. Et c'est là où le data management financier d'un tableau de bord va permettre tout simplement d'identifier, par exemple, quand on clique sur une famille, eh bien, on va voir qu'on n'a qu'un fournisseur sur cette famille-là qui nous fournit. Et si c'est une famille qui a un gros poids financier, eh bien, si aussi elle a un gros risque, eh bien, on va voir qu'elle est stratégique. Et donc, le tableau de bord va permettre à la fois d'identifier le risque, mais aussi de savoir combien on a dépensé avec tel fournisseur, sur telle famille d'achat, quels sont les articles qui composent cette famille d'achat. Ça va nous permettre notamment de créer les bases pour faire des demandes de prix dans le cadre des appels d'offres, typiquement. Donc, le tableau de bord devient extrêmement utile dès ce niveau-là. Et la difficulté que beaucoup de personnes rencontrent, c'est l'approche. En fait, comment avoir une approche sur les datas qui permet de venir connecter les besoins de l'entreprise et les datas. Et en fait, je pense que nous, on a réussi à trouver la solution. Encore une fois, là, la semaine dernière, on forme un groupe d'une grande société dans l'agroalimentaire. Donc là, j'ai 7 personnes, je crois. Et sur ces 7 personnes, on se rend compte que la problématique, en fait, c'était l'approche initiale des datas qui n'étaient pas maîtrisées ou qui ne suivaient pas, en tout cas, les recommandations de Microsoft pour être en capacité notamment de faire du suivi de budget. Donc là, Guillaume évoque la gestion des risques. Eux, typiquement, ils ont un besoin, ils fonctionnent en budget. Et dans le cadre de ce budget, ils ont besoin de savoir si les répartitions qui ont été vues dans la stratégie d'achat de l'entreprise, elles sont respectées ou pas. Donc, si ils ont une base de données avec une bonne approche, ils vont pouvoir connecter en fait des mesures spécifiques qui seront en fait adaptées et pertinentes par rapport à leurs besoins du quotidien. Et derrière, ils vont avoir un pilotage qui va être très fin. Alors que, pour le coup, la structure de recueil des données, chez eux, était très compliquée, et même très compliquée, parce qu'ils ont 3 ERP. Ils ont un ERP France, un ERP Allemagne, je crois, et un autre outil annexe. Et en fait, il y a une personne qui fait de l'agrégation de données, mais qui n'avait jamais eu les bonnes bases pour effectivement être en capacité d'aboutir à un tableau de bord qui soit mis à jour facilement. Donc, souvent, les gens, quand on parle d'outils, on l'a vu tout à l'heure sur Excel, eh bien, en fait, on met le doigt dans un engrenage où on a une personne qui travaille en continu à régler des problèmes, à essayer de faire des petits calculs à côté. Et en fait, on a vraiment essayé de repartir sur du bon sens, de simplifier au maximum les opérations pour pouvoir effectivement aboutir à un outil qui soit super collaboratif, c'est-à-dire quel que soit le niveau du collaborateur sur Excel dans l'entreprise, tout le monde peut prendre en main l'outil, tout le monde peut modifier l'outil, et ça c'est assez génial. Donc voilà. Ouais, tout à fait. C'est un outil aujourd'hui, on est toujours le grand classique aujourd'hui quand on parle de cet outil-là, première fois dans des grands groupes, des groupes du CAC 40 parfois, c'est arrivé, en tout cas des groupes qui font, on parle d'ETI, on parle de vraiment de grosses boîtes. En fait, ah mais non, mais nous, on travaille avec tel logiciel, tel machin. Et en fait, les gens ne savent comment expliquer ça. Les gens, en fait, les personnes, en tout cas dans les entreprises, on leur impose des outils, mais en fait, ces outils-là ne leur permettent absolument pas d'entrer dans des détails d'analyse suffisants. Et ce dont on se rend compte, pour reprendre ce que tu disais, Sébastien, c'est que globalement, même des entreprises qui ont un bon niveau 3 de maturité, pour information, sur plus de 3000 personnes qui ont répondu au questionnaire de maturité aujourd'hui, on a de tête, c'est plus de 80% qui sont maximum à niveau 3 de maturité.
Pour vous donner un ordre d'idée du niveau de maturité achat, on va passer sur les niveaux supérieurs après. Et quelque chose qui est intéressant, puisque pour le coup, on accompagne à peu près une entreprise par semaine en formation intra aujourd'hui, eh bien, c'est assez simple. Sur plus de 95% des organisations qui sont sur un niveau 3 de maturité, toutes ont un trou dans la raquette sur le data management. On a énormément d'entreprises qui sont sur des niveaux 3 et qui plafonnent pour passer au niveau supérieur parce qu'elles sont sur des niveaux de maturité en termes de gestion des data qui sont sur des faibles niveaux 2 avec des fiches articles qui sont mal renseignées, une couverture des approvisionnements qui n'est pas complète, beaucoup de choses qui font qu'en fait, derrière, elles ne vont pas avoir des bonnes données pour pouvoir structurer des tableaux de bord parce que, comme on dit, garbage in, garbage out, si on ne rentre pas les bonnes données dans le RP derrière et qu'on n'a pas une bonne gestion des approvisionnements, on ne va pas avoir les bonnes données qui vont sortir pour pouvoir faire un tableau de bord. Ouais, Ça, c'est et c'est là, ouais. et c'est là où on voit en fait beaucoup d'entreprises, beaucoup de PME et de grands groupes qui mettent un budget fou, mais fou, dans des développements autour de leur ERP pour essayer d'automatiser, de cadrer et de créer des rapports préconfigurés. Et c'est des budgets de fou, alors que l'approche initiale des data, là j'ai eu un cas mardi avec, donc dans le cadre de nos formations, on a des ateliers d'accompagnement, on a plusieurs personnes en même temps de différentes sociétés, donc là on est sur des formations individuelles, où la personne me dit, en fait là ils sont en train de bosser sur un logiciel, et ils vont aller très loin, et elle est consultante. Sauf que, en fait elle se rend compte qu'ils ont, sur l'ensemble de leur chiffre d'affaires, deux familles et aucune sous-famille. Et en fait, à partir de là, ils essayent de construire quelque chose de fou autour de ça, avec une base qui est complètement à revoir. Et en fait, à un moment donné, on se rend compte dans l'analyse des data, ils ne voient pas comment réattaquer le problème à l'envers, c'est-à-dire de redéfinir par rapport aux différentes familles produits des sous-familles, des vraies familles, pour pouvoir être en capacité derrière d'avoir une exploitation des données qui a du sens, notamment de leur budget, parce qu'eux aussi, ils avaient un problème de budget sur des projets, ils voulaient savoir combien ils allaient gagner grâce aux négociations qu'ils avaient faites. Sauf que là, vous vous rendez compte qu'on a fait une négociation de 10 articles de la famille qui prend 50% du portefeuille. Donc, très, très compliqué de mettre en avant les savings, parce que là, c'était vraiment l'objectif de cette société. Et en fait, on se rend compte qu'une approche complètement archaïque, anarchique des data ne leur permet pas, ou en tout cas va leur créer des problèmes infinis dans le déploiement de l'ERP qu'ils sont en train de mettre en œuvre, quoi. Et ça va leur coûter très, très cher. C'est symptomatique, on le voit tellement qu'aujourd'hui, c'est même plus surprenant. En fait, on ne maîtrise pas les fondamentaux de comment on structure des données dont on a besoin pour faire notre métier. Hein. Et du coup, on se retrouve à dépenser des sommes faramineuses pour essayer, en espérant qu'un outil va nous soulager en fait cette problématique. Sauf que c'est jamais le cas. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de cas où vraiment une solution répondait à ce problème-là. Il faut d'abord se former, monter en expertise, miser sur soi-même, sur ses compétences et celles du service. Et une fois qu'on sait faire les choses, et ben, du coup, on va peut-être aller mettre en place des outils qui vont nous permettre d'aller plus loin. D'ailleurs, on va vous présenter des outils aujourd'hui qu'on a, parce qu'on a aussi un logiciel aujourd'hui qui permet de le faire. Mais nous, on vous conseille vraiment aujourd'hui de miser sur vous, maîtriser les bases. Bon, passons au niveau 4, parce qu'on va encore être en retard, comme d'habitude, Sébastien, tu nous connais. Donc, on parlait tout à l'heure, niveau 3, management des achats, data management uniquement financier sur les fondamentaux du métier achat tel qu'il est connu depuis les années 80. Sur le niveau 4, on va commencer à rentrer dans la phase de transformation. Donc là, on va intégrer la dimension de TCO, on va rentrer dans une vision plus supply chain, d'accord ? Et carrément, aujourd'hui, avec l'arrivée de la RSE, les achats, c'est 40 à 80% du chiffre d'affaires d'une boîte, mais aussi de ses impacts RSE. Et donc là, vont venir entrer en jeu un certain nombre de paramètres supplémentaires, la dimension RSE, la dimension des parties prenantes. Quand on commence à se transformer, à être plus aligné sur ce dont a besoin l'entreprise, on prend en considération les parties prenantes, qu'elles soient internes, si on est sur des familles d'achat qui sont dédiées à des utilisateurs internes, ou externes, si ce que l'on achète se retrouve dans un produit utilisé par des clients, des consommateurs, etc. Et on va surtout ici activer les leviers techniques transversaux. Je donne juste un exemple. Tu achètes du carton, typiquement là, tu vas faire un appel d'offres à besoin un peu identique, quoi. Tu vas intégrer la vision à long terme, tu vas faire un contrat pluriannuel, éventuellement des formules de révision de prix, tu vas mettre en place 2 fournisseurs, les bases.
Là, tu vas aller beaucoup plus loin. Tu vas dire, ah ben mon carton, il bloque ma productivité. Ben, je vais peut-être travailler sur un carton qui me permet de débloquer ma productivité. Tu vas peut-être travailler sur les grammages des papiers, les surfaces des papiers pour que ça passe plus vite en production, que tu puisses à la fois réduire ton impact environnemental et réduire le coût de ton carton, typiquement. Donc, ce qu'on appelle les leviers techniques transversaux. Là, c'est vraiment le niveau supérieur. C'est celui où c'est un peu la course. Les services achats qui vont réussir à se transformer vont vraiment s'aligner sur les besoins des organisations. Ne vous trompez pas. Demain, un service achat qui ne sera pas capable de proposer aux entreprises un accompagnement sur la dimension économique, mais aussi sociale, environnementale, n'a que très peu de chances d'exister dans le monde de demain, puisqu'en fait, de nouveaux services vont arriver et vont prendre cette place-là. Donc, les entreprises ont besoin d'être accompagnées de l'intérieur par une expertise là-dedans, quel que soit le nom du métier. Est-ce que c'est la fonction achat qui devient, en intégrant la RSE, du management du développement durable, ou est-ce que c'est le développement durable qui arrive et qui va couvrir les achats, qui vont rester bloqués et complètement, entre guillemets, soumis à cette fonction-là qui va leur demander de formaliser juste un appel d'offres ou voilà. Et si on descend en dessous, là, c'est les appros. Donc là, les appros, c'est l'IA qui va remplacer les approvisionneurs dans les années à venir. Donc là, carrément, c'est l'extinction en vue. Mais ce qu'il faut comprendre… L'humain est très important, on le voit sur la droite de la pyramide. En fait, aujourd'hui, il y a une transformation qui va être nécessaire des achats avec l'intégration de l'ensemble des leviers RSE, bon, ça on le sait, ou en tout cas de privilégier des dossiers à dominante RSE parce que ça va être le leitmotiv du développement du marché client de votre entreprise. Et en fait, dans cet écosystème qui bouge au niveau des achats, des compétences nécessaires, on a aussi beaucoup de mouvements des acheteurs en eux-mêmes qui changent très régulièrement d'entreprise, qui justement essayent de trouver de plus en plus des entreprises qui ont du sens. Ça amène une problématique, c'est que une entreprise va beau avoir développé un outil très, très puissant sur son ERP, elle va devoir toujours en fait, s'assurer que les acheteurs vont avoir les compétences nécessaires pour effectivement intégrer ces outils. Donc, plus l'entreprise va intégrer un outil spécifique avec des développements et des compétences d'utilisation très spécifiques, poussées, qui vont prendre du temps à prendre en main, plus ça va être difficile pour les nouveaux acheteurs qui vont intégrer le service d'utiliser les outils versus une organisation. Alors, vous allez me dire, oui, on ne peut pas tout faire sur Excel en fonction du modèle de données, mais une organisation qui repose un petit peu sur la même logique Excel, où là, en fait, aujourd'hui, tout acheteur demain sera en capacité de prendre en main très facilement un outil. Complètement. Ce qu'il faut comprendre sur ce niveau 4 de maturité, si je commence à être une fonction achat qui se transforme, qui intègre la dimension TCO, RSE, partie prenante, etc., eh bien, je vais devoir intégrer naturellement ce qu'on appelle le data management extra-financier. Je sais que beaucoup d'entre vous dans les entreprises, ça remonte. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la CSRD, avec toute cette dimension EcoVadis, etc., aujourd'hui, on nous demande des critères RSE aux achats. Parce qu'en fait, le monde de l'entreprise est en train de se dire, en fait, les achats, c'est les plus gros impacts RSE. Et donc, en fait, il va falloir que les achats nous répondent par rapport à ça. Et on se retrouve avec une fonction achat qui, généralement, est déjà assez bas en maturité, il faut le dire. On est un petit peu à la ramasse, clairement, quand on regarde la maturité globale du service. C'est compliqué aux achats. Il y a peu de personnes qui sont formées aux achats. Quand elles sont formées, il n'y a pas de langage commun. C'est compliqué d'harmoniser déjà nos niveaux de maturité avant phase de transformation, avant arrivée de la RSE. Et là, la 4e révolution industrielle est en train de rebattre les cartes du paysage économique et de la fonction achat qui se doit évoluer en intégrant cette dimension extra-financière. Donc là, aujourd'hui, oui, avant, on se posait des questions, on avait des difficultés à créer des tableaux de bord uniquement sur des critères financiers, de risque, etc., voire même, pourquoi pas, de qualité de service, de délai, etc., pour certains tableaux de bord, même si ça reste très opérationnel, ce genre de KPI, on va en parler après. Mais par contre, la dimension extra-financière, là, c'est très, très dur de l'intégrer. On va vous montrer comment faire. Et donc, évidemment, c'est très dur de le connecter parce que aujourd'hui, beaucoup d'entreprises, au lieu d'avoir un bloc très solide de data sur leurs dépenses déjà, quand elles vont devoir intégrer et interconnecter des datas liées à des familles, liées à des produits, liées à des origines, liées à des fournisseurs, elles vont être embêtées parce que souvent, en fait, le fameux bloc de data, c'est un tas de gravier. Donc, aller connecter des nouveaux petits blocs à un tas de gravier,
on a C'est toutes ça. les chances de… Bon, on va le mettre sur le tas de gravier, mais on a toutes les chances de mal connecter les datas. C'est sûr. Alors, j'essaie de simplifier vraiment mon approche, mais encore une fois, si on a une bonne structure en initial, il sera facile de venir faire plugger, entre guillemets, de plugger des nouvelles informations sous la forme de tableaux de correspondance que tout le monde a un peu partout, encore une fois, souvent sur Excel, sur analyse des risques, sur correspondance des familles en fonction des acheteurs de l'entreprise. En fait, souvent, ça, on ne les a pas dans les RP, on a besoin de les connecter aux data. Comment on fait? Eh bien, en fait, on ne peut pas le faire si notre base de data n'est pas structurée. Oui, tout à fait. Vous avez ici une vision assez intéressante. En gros, pour aller structurer la montée à maturité, il y a deux gros enjeux qui font aujourd'hui la fonction achat, de grands éléments. On a ce qu'on appelle les enjeux organisationnels. On va chercher à structurer les obligations, enfin les enjeux organisationnels pour aller atteindre l'excellence organisationnelle, ce qu'on appelle l'obligation de moyens. Pour aller se focaliser sur ce qu'on appelle l'obligation de résultat, on met en place des moyens pour aller générer des résultats. Et aujourd'hui, ces résultats, si on vise un niveau 3, c'est la performance économique et la gestion du risque. Si on vise un niveau 4, c'est la réduction des impacts RSE et l'intégration des attentes des parties prenantes, plus évidemment la partie économique et risque. Ça s'accumule. On va le voir juste après. Et donc, aujourd'hui, un tableau de bord, le principal tableau de bord, le plus important pour un directeur achat, un acheteur qui veut structurer son obligation de résultat, c'est-à-dire optimiser la performance économique, réduire les risques, réduire les impacts RSE et améliorer la réponse aux parties prenantes, il va devoir mettre en forme, là vous voyez ici, un portefeuille achat avec les achats indirects, directs, les catégories, familles, sous-familles, articles. Il va devoir segmenter son portefeuille pour derrière structurer un outil qui va être performant. Pour revenir sur l'outil qu'on a montré tout à l'heure, nous, on a deux outils. On va avoir un outil simple où on va juste faire de l'analyse de données sur lesquelles on va pouvoir interconnecter facilement des choses. Et on propose aussi un outil, donc ça c'est dans le cadre de nos formations, dans lequel on va pondérer nos familles parce qu'on part du principe qu'on n'a pas forcément fait cette analyse ailleurs. Et donc on va le faire au même endroit, dans le même fichier. Et c'est les autres onglets, effectivement, du tableau de bord que Guillaume a montré tout à l'heure. Et c'est cet ensemble d'outils que l'on a développé aujourd'hui sur une interface no-code pour effectivement nos étudiants, pour qu'ils utilisent beaucoup plus facilement en fait notre proposition, on va dire, de pondération de différentes familles selon les différents critères RSE, pour pouvoir effectivement réaliser nos formations dans de bonnes conditions. Oui, tout à fait. Je vais vous montrer rapidement le type d'outils, le type de performance de ces outils, parce que beaucoup de gens disent « oui, mais moi, j'ai mon top 20 famille, j'ai mon machin ». En fait, l'important est là, ce qu'on appelle l'approche dynamique. Je vous donne un exemple que je donne souvent parce qu'il permet de tout de suite très vite voir le potentiel de cet outil-là en point de vue très opérationnel. Vous avez votre directeur achat qui est avec un client, qui débarque dans votre bureau, vous êtes en train de faire complètement autre chose, et là, il vous pose la question à la con. Ça n'arrive jamais une direction qui pose des questions à la con à côté d'un client. Il va vous dire oui, Sébastien, combien on a acheté de… Alors là, on est sur un vrai tableau de bord qui est quand même sur à peu près 500 millions d'euros quand même, donc ce n'est pas un petit budget. Combien on a fait de bouteilles 0,5 carré? Donc là, tu cliques. D'accord? On le voit bien, Sébastien? Ouais, c'est bon? Oui, ça. Bouteille 0,5 carré. Donc, la question pour Sébastien, combien on a fait de bouteilles 0,5 carré avec, imaginons, j'espère qu'on leur en a acheté à eux. Ouais, c'est bon, avec Ampoglace en juillet 2021. La question à la mort moelle-neu. D'accord? Eh bien là, Sébastien va être capable de dire, eh bien oui, monsieur le directeur, en juillet 2021, avec Ampoglace, on a acheté pour 416 000 € de bouteilles 0,5 carré. Voyez? Et ça, il n'y a qu'un outil dynamique qui peut le faire avec une base de données saine, en fait. Avoir des tableaux de bord qui sont figés et sur lesquels on va extraire le truc, faire des bidouillages, ce n'est pas ça dont on parle. On parle vraiment d'un outil qui, derrière, peut être mis en place, même si le RP n'est pas très bien paramétré. On va avoir un outil dynamique, mais qui sera sur des bases de données fixes, qu'on viendra alimenter à intervalles réguliers, ou carrément avoir des tableaux de bord qui sont directement connectés aux extractions RP et qui se mettent à jour tout seuls. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que si je veux voir les chiffres sur cet article-là à l'année, hop, je déclique et là, j'ai toute l'année 2021. Je vois qu'à Ampoglace, j'en ai acheté pour, pareil, je vais enlever les fournisseurs. Voilà. J'en ai acheté pour 4 489 000 €
en 2021. En 2022, 6 millions, etc. Et quelque chose qui est intéressant, là, le patron me dit oui, mais alors, OK, mais on n'avait pas fait un travail sur les impacts RSE là-dessus, typiquement la question du client qui est en audit. Ah oui, oui, il y a quelques années, on a fait un travail et donc effectivement, sur l'année 2021, on est à 4 900 tonnes de CO2 sur cet article-là. On est à 0,203 en impact CO2 unitaire sur la base du référentiel. Là, on est en l'occurrence sur le CE, le BEE éco-emballage de Citeo, qui a permis de le mesurer. Il faut savoir qu'en fonction des familles sur lesquelles vous travaillez, vous avez des référentiels qui vous permettent de le faire. Et si vous n'avez rien, vous avez le bilan carbone qui vous permet de mesurer, l'outil bilan carbone qui vous permet d'estimer les impacts de vos différents articles. Il faut savoir qu'on a une formation dédiée à ça, c'est 14 heures et vous apprenez à le faire de manière très simple. Donc là, vous répondez à votre patron, voilà, en 2021, on est à 0,203 sur cet article-là et regardez, en 2018, avant projet, on était à 0,249. On a fait 20% d'économie d'impact CO2 sur cet article-là. Et ce qui est intéressant, alors ça, je ne sais pas si on le dit aux clients, mais on était à 0,273 avant projet et on est passé à 0,186. Donc, on a fait des économies très importantes. Et donc là, on va pouvoir à la fois faire remonter des résultats économiques, mais aussi des résultats environnementaux. On est en plein dans la triple performance et on peut le mesurer de manière extrêmement précise. Si vous voulez cumuler les gains à l'année, vous faites un produit en croix en fonction des volumes et vous avez vos gains. C'est hyper intéressant de le voir. Et là, regardez, on peut avoir l'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution des impacts RSE. On peut avoir ici, on peut l'avoir pour une famille. Là, j'ai pris pour un article, mais on peut l'avoir pour une famille, pour un article. On peut même avoir les portefeuilles par acheteur, si on est directeur achat. Et on va voir, voilà, notre top article avec les évolutions prix unitaire, impact CO2, l'évolution des chiffres d'affaires. On a, bref, toutes les infos dont on a besoin. Et on va voir qu'après, ça va plus loin, parce qu'on va rentrer maintenant dans qu'est-ce qu'on fait de ce tableau de bord. Évidemment, préparer des négos au niveau 2 de maturité, préparer des appels d'offres, c'est hyper facile. On va voir quand on rentre dans l'approche stratégie qu'on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu as des commentaires, Sébastien, par rapport à ça? Oui, c'est juste pour vous expliquer que le tableau de bord que vous avez vu, la manière la plus simple de le faire, finalement, c'est en 3 feuilles. 3 feuilles, 3 blocs. Ouais. Et quand Guillaume me disait, ce qui ne marche pas, c'est quand on fait des analyses un peu de partout sur une feuille, on analyse un bout de ceci, un bout de cela. Ça, effectivement, c'est compliqué. Derrière, quand on vient mettre à jour beaucoup de données, quand on vient agréger justement des données d'analyse des risques, on n'y arrivera pas. Et en fait, on a vraiment une approche en 3 blocs, une approche structurante où en fait, on va créer les données dans un format tableau automatique qui va permettre à Excel de faire une vraie connexion. Alors, on entend souvent maintenant les outils connectés. En fait, dans Excel, il y a déjà des outils de connexion de data dans leur mise en forme. Après, on va voir, voilà, c'est ça dont je parle. Alors, rien qu'un travail aussi simple que ça des data, ça a été prévu par Microsoft il y a 15 ans. Et vous voyez, aujourd'hui, les plus ingénieux, en tout cas ceux qui se débrouillent le mieux avec Excel dans la société, généralement, ça, ils ne le maîtrisent pas. On commence par ça. Et le cas que j'ai eu la semaine dernière, alors on a un monsieur qui s'appelle Yannick, qui fait l'agrégateur de données, donc il passe son temps à ça. Dès le début de la formation, il était là en mode, bon, ça y est, j'ai appris quelque chose. J'ai jamais travaillé de cette façon-là. Voilà. C'est souvent ça. Les gens partent dans des missions incroyables sans apprendre les bases. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'acheteurs qui démarrent dans une carrière achat sans s'être formés aux achats. Du coup, on se retrouve au bout de 20 ans, on a bien appris pendant 20 ans, mais si j'avais su ça il y a 20 ans, j'aurais évité tellement de problèmes, j'aurais eu tellement plus de résultats. C'est un vrai sujet de partir bille en tête dans des sujets d'experts qui nécessitent une expertise sans avoir appris les bases. C'est quand même dommage, quoi. On réinvente la roue. C'est une approche professionnelle. Là, on est sur une approche professionnelle où quand on essaie de travailler professionnellement, effectivement, on se donne les moyens de le faire, on prend le temps de le faire, et derrière, on a un outil, on a une méthode. Ça, c'est travailler professionnellement sur un sujet, c'est comme ça que l'on vient de développer. Ouais. On nous nous pose une question de Armel Martin. Mais quel type de données de source mais quel est le type de source de ces données agrégées, Sébastien?
Donc là, on va avoir les ERP. Et dans le cas où il n'y a pas d'ERP, on va avoir l'ensemble des demandes que l'on peut faire aux fournisseurs. Si on est dans une famille de niche où on a besoin de beaucoup de détails et on sait qu'on n'a pas dans l'ERP, on va demander toutes les informations aux fournisseurs et on va pouvoir l'agréger dans un modèle. Et après, on peut aussi avoir des informations d'autres services. Par exemple, moi, je faisais exactement la même chose avec les non-conformités. Par exemple, on peut tenir la liste des non-conformités ou des stocks qui nous sont livrés en retard, des commandes qui sont livrées en retard. Et on va tenir à jour un tableau de bord en fait, de l'ensemble du niveau de qualité de ces fournisseurs. On va pouvoir vraiment aménager les choses en fonction effectivement des sources. Et toutes les sources sont connectables parce que Excel est le logiciel le plus universel au monde sur lequel on va tout pouvoir connecter. On entend maintenant beaucoup parler de Google Sheet, mais Google Sheet ne se connecte pas aux ERP nativement, tandis que Excel est prévu effectivement pour se connecter à n'importe quel ERP au monde. On a des passerelles qui existent et effectivement, Excel a développé depuis un certain temps des passerelles pour se connecter sur des données que l'on va aller chercher sur le web. Donc aujourd'hui, on est en capacité de venir agréger des outils, des indices, des indicateurs d'évolution de prix de différents secteurs pour venir effectivement alimenter une base de données sur Excel. Base de données qui, mise en forme, on est sur un bloc connectable, imbriquable, et sur lequel on va pouvoir amener une vue tableau de bord. Très simplement, Armel, soit tu as les données en interne parce que tu as un niveau de maturité, notamment sur ton niveau 2 de maturité approvisionnement, où tu as une bonne segmentation, tu as des données qui sont à peu près exploitables. Et là, tu vas venir les réenrichir, c'est l'outil qu'on vient de montrer. Soit carrément, tu vas devoir aller demander les données à tes fournisseurs et réimplémenter les bases de données. C'est assez complexe. Là, je partage notre site internet. Vous avez un espace ressources, ceux qui ne le connaissent pas. Il y a plein de guides, plein de choses à regarder, notamment le guide tableau de bord. Vous aurez le QR code à la fin du live. Là, vous pouvez aller le télécharger. Et là, Armel, c'est pour vous. Vous avez un modèle pour récupérer vos données achats qui est juste là. Et on vous donne un modèle de mail avec une base de données qui vous permet d'aller faire les demandes directement à vos fournisseurs pour récupérer les bases de données. C'est quelque chose qu'on utilisait quand on faisait beaucoup de consulting. Là, on revient dans le consulting d'ailleurs pour information cette année. Donc, si vous avez besoin de consultants, appelez-nous. Mais en tout cas, ce modèle-là, en fait, permet aujourd'hui à tout directeur achat, acheteur, consultant, de venir faire les demandes aux fournisseurs dans les règles de l'art pour récupérer les données, les réagréger pour faire un tableau de bord qui sera certes très beau, etc., mais dont les données seront figées dans le temps puisqu'elles ne seront pas directement connectées. Mais c'est déjà une première base pour pouvoir travailler. On continue, Seb, on est un petit peu en retard. Donc là, vous avez la vision de ce qu'il faut structurer. Donc, votre tableau de bord vous permet d'y voir clair sur ce que vous achetez, comment, pourquoi. Je pense qu'on a assez regardé le tableau de bord. Ça vous permet de rentrer derrière dans la structuration d'une stratégie qui va vous permettre d'identifier quels sont les projets à mener sur vos portefeuilles. En fait, un tableau de bord sert avant tout à identifier les projets qu'il faut mener. Avant de rentrer justement dans cette identification des projets à mener à l'aide d'un tableau de bord, est-ce que vous pourriez nous faire en commentaire, nous dire quels sont selon vous les KPI les plus importants qu'on doit retrouver dans un tableau de bord aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires quels sont les KPI les plus importants à faire remonter. Allez-y. Alors là, juste pour répondre aux commentaires, on nous demande effectivement quand les données ne sont pas digitalisées, et effectivement, on est sur de la saisie manuelle où souvent elles sont quand même écrites, les données. Elles sont souvent au moins sur des documents que vous recevez. Et en fait, il faut savoir il existe des outils qui savent lire et reconnaître les données. Notamment, on a des logiciels de facturation qui savent aller chercher des montants, TTC, hors taxe, les lignes de facture, etc., qui peuvent vous permettre de vous aider dans l'intégration de l'ensemble des datas. Dis donc, ça ne se bouscule pas aujourd'hui. Je pense que les gens sont fatigués. C'est marrant, c'est la première fois. Allez. Oui, c'est le compte. C'est la fameuse stratégie qui a tourné partout sur Internet. Tu prends 4 ou 5 jours et tu as 10 jours de congé.
Là, je pense qu'on en a certains. Bon, Changer, je là. pense que Bon, il y a quand même malheureusement, 60, il y a plus de 70 personnes quand même. Bon, écoutez, vous n'êtes pas très sympa, vous n'avez pas commenté, c'est pas cool. on va pas Mais remplir un slide, c'est tout. ouais, on va pas remplir la slide. Tant pis pour vous, ça tombe bien, on est en retard. Ah, on a un commentaire, Sébastien. Quelqu'un s'est réveillé. On a un ami dans la. Ils sont en congé, voilà. Merci. Merci Christophe. On a des gens qui commentent qui sont en congé. Bon, dites-nous quand même. Ah, quand même, Michael. Bon, Michael, c'est un ami. Voilà, il nous sauve, il est en train de nous sauver. CA, quantité, délai, livraison, ça y est, on y arrive. Alors, on a Dimanche, toujours un petit décalage en plus, hein, donc on a l'impression on que dirait ça. personne ne répond, mais on a un décalage de 15 secondes. Donc, Ouais, c'est bon. Délai de livraison. Ça y est, merde, ça arrive à fond en fait. Bon. et voilà, voilà. Tu les vois, toi, Sébastien, les commentaires? Je les vois. Et là, on est sur émission carbone, Ouais, ça on l'a vu tout à l'heure dans le tableau de bord. les économies, les savings, Note EcoVadis, bien sûr. Les économies, les savings, évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? taux de couverture, Taux de couve, très important le taux de couverture. Extrêmement important. évaluation qualité des fournisseurs. Ouais. Ça te parle, Sébastien? sur les délais, la conformité. Montant des achats, c'est la couverture un petit peu, mais montant des achats sauvages, hors commande, quoi. Hors ERP, très important. On a Elodie qui nous dit pareil. Pareil. Donc ça, le pareil est l'indicateur le plus important dans un tableau de bord. Exactement, c'est très important. Le pareil, il est vraiment très utile pour l'acheteur. On va retrouver des choses standards, hein, l'OTD. Ouais. C'est pas mal, on commence à en avoir quelques-uns. Quantité quand même, qualité, CA, prix unitaire. Personne ne me le donne celui-là, j'ai l'impression. C'est coût, qualité. On voit des intéressants là, j'ai vu des WASP passer, niveau de stock. Alors niveau de stock, vous l'avez vu, c'est plutôt un achat, c'est plutôt un tableau de bord de planification, c'est pas un tableau de bord stratégique, c'est plutôt un outil de planification. BAF, là ça y est, ça commence à lancer la technique là. On va avoir les indicateurs Ça, TCO. vous voyez, stock, cycle d'appro, ça c'est typiquement des outils de niveau 2 de maturité. On est vraiment dans des outils de planification. On Bon, va avoir un indicateur on va avancer parce que d'évaluation fournisseur, la certification EcoVadis. ouais. C'est un des Ouais, outils. je l'ai mis là, note EcoVadis. Ouais. Note EcoVadis, ouais. Ouais, bon, c'est pas mal. Montant de facturation sans commande. Risque majeur. Et ça, c'est un peu les achats sauvages qu'on a vu tout à Oh, l'heure. vous êtes réveillé là, vous nous sauvez là. Taux d'imprégnation, ça c'est beau ça. Olivier, bravo. Niveau de stock. Ah, c'est top. TPV, montant. Ah, bah, c'est bien. Merci. Merci quand même. Vous êtes là en fait. C'est juste, il n'y a personne à oser dégainer en premier, quoi. Merci Christophe pour ton commentaire. Savings. Bah oui, les savings, la base. Risque majeur, KPI impossible, taux, KPI impossible à mesurer. Ouais, en fait, il faut savoir que nous, aujourd'hui, dans les tableaux de bord, on prône vraiment très, très peu de KPI, parce qu'en réalité, on va voir que pour être un service achat performant, il faut rester focalisé sur ces 4 axes de l'obligation de résultat, les enjeux de performance économique, les enjeux de risque, les enjeux de RSE et les enjeux parties prenantes. Et si on arrive à simplifier en fait, ces KPI-là, on a un message qui est beaucoup plus puissant auprès de sa direction. Et souvent, ceux qui se cachent derrière un nombre incroyable de KPI sont souvent les plus incompétents, permettez-moi de le dire. C'est souvent ce que j'ai vu. Ça m'est arrivé de voir alors, des tableaux de bord qui sont dégueulasses, mais plein de KPI. Et puis alors, dès que, imaginez Sébastien en face de personnes comme ça, il commence à rentrer dans le détail, ça fait un peu mal, quoi. Alors, on se rend compte que souvent, on est sur des KPI qui n'ont aucune utilité. Ils sont là, ils sont mis à jour, et ils prennent du temps à mettre à jour. Ils ne permettent pas effectivement d'avoir le suivi pertinent et ils ne règlent aucun problème. Enfin, ils ne permettent pas de suivre quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, c'est souvent un peu le rôle d'un indicateur d'un point de vue qualiticien, c'est qu'on met un indicateur en place quand on a un problème identifié et on va suivre effectivement l'évolution de ce problème en fonction des actions que l'on va mettre en œuvre. Et concrètement, ça, c'est l'indicateur qualité qui évolue et qui vient en complément des indicateurs de base qui, effectivement, il faut suivre. Hein. Ouais. Alors, ne quittez pas, puisqu'à la fin, on va vous donner accès au guide tableau de bord. Vous allez pouvoir télécharger. On va vous le donner à la fin.
Je dis ne quittez pas, mais tout le monde est encore là, donc tout va bien. Ah non, j'ai dit ne quittez pas et tout le monde est parti. J'aurais jamais dû dire ça, Sébastien. Bon, bref. Alors, les étapes clés. Déjà, le périmètre achat. Beaucoup en ont parlé, le taux de couverture qu'on veut avoir dans le tableau de bord. Quand on a les données accessibles, on peut se permettre de faire un périmètre qui est très important. Quand on n'a pas les données, qu'on doit les demander aux fournisseurs, qu'est-ce qu'on fait, Sébastien? On se focalise sur les 20% qui font 80% du chiffre d'affaires. Ça va permettre de beaucoup mieux, d'aller beaucoup plus vite et à l'essentiel. Hein. Et pareil sur les erreurs. Quand on a trop d'erreurs, bah on se concentre pour enlever les grosses erreurs, et on ne passe pas 6 mois. C'est comme ça. Il faut faire avec. Exactement. Il y a un vieux dicton qui dit pas d'erreur, c'est le sieur. Bref. Allez, je sors. Je m'en vais. Merci à tous. Salut. Bon. Donc, on identifie le périmètre, on identifie les intervenants, on va aller récupérer les données, on va aller harmoniser les données. Sébastien, on a largement parlé, c'est extrêmement important. Et on vient les enrichir aussi. Sachez qu'une base de données n'est pas fixe, vous pouvez vraiment l'enrichir. On peut resegmenter un portefeuille à partir de pas grand-chose quand on sait faire. On va réaliser évidemment le tableau de bord et on va ensuite l'exploiter. Alors, le périmètre, on a souvent 4 grandes typologies, les achats de frais généraux, les achats de prod, sous-traitance, investissement, d'accord? Et on va avoir un périmètre le plus complet possible. On va aller voir qui achète quoi et on va aller récupérer finalement les informations là où elles sont. En général, plus une entreprise est basse en maturité, plus on va avoir un nombre d'intervenants importants qui sont en charge des achats. Voilà. La récupération des datas, donc je vous ai donné un lien pour aller chercher les données chez vos fournisseurs, extrêmement utile. Mais en gros, on va essayer de viser idéalement une période de 36 mois. Ça permet d'avoir un tableau de bord basé sur les 3 dernières années. C'est quand même vachement sympa. 12 mois, c'est quand même le minimum. Et si vous venez d'arriver dans une boîte, on vient de changer le RP, il n'y a pas les données, ça nous est arrivé aussi, bah, vous allez voir chez les fournisseurs. Il faut savoir qu'on suit beaucoup mieux ses clients qu'on suit ses fournisseurs. Donc, vous êtes les clients de vos fournisseurs et je vous assure qu'ils ont des lignes de facturation très précises sur ce que vous leur achetez. Ça vous permet de faire des tableaux de bord qui sont largement suffisamment performants. Et quand vous avez ça, vous croisez avec l'outil de Johan, qui est un black belt chez nous, qui anime la formation bilan carbone. Vous pouvez très rapidement croiser avec l'analyse bilan carbone et avoir un tableau de bord financier, extra-financier très vite pour pouvoir répondre à des impératifs qui vous sont imposés en interne. Donc, on structure la base de données, on va créer le tableau de bord, vous l'avez vu, ça donne ça. Hein, je ne vais pas revenir dessus X fois, mais vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et derrière, on va exploiter ce tableau de bord. Et c'est c'est le plus important, hein, évidemment. Donc, évidemment, comment on utilise un tableau de bord? On construit sa stratégie, on définit ses priorités d'action, on va maîtriser l'information. Je vous ai donné un exemple du patron d'entreprise qui vient toquer au bureau de l'acheteur. Voilà. Et surtout, on mesure sa progression. Évidemment, les résultats économiques, sociaux, environnementaux. Typiquement, les gains, on va avoir les réductions d'impact environnemental, on va avoir les notes EcoVadis des fournisseurs ou simplement les notes sur la base de nos propres référentiels qu'on a développés en interne. Chaque entreprise peut définir ses propres référentiels et ça vous permet de réellement exploiter ça. On va rentrer dans l'analyse, Sébastien. Aujourd'hui, il y a 2 grandes utilisations du tableau de bord. Vous l'avez dans le cadre d'une stratégie. Hein. Là, vous retrouvez le tableau de bord et vous allez développer un plan d'action. Ça, c'est le pilier numéro 2 de la méthode Impact 3. Vous allez pouvoir structurer un plan d'action. Ça ressemble à quoi? Vous avez en fait différents critères d'analyse. On va vous montrer le logiciel puisqu'aujourd'hui, il est fourni pour tous les participants de la Belt. Dès la White Belt, aujourd'hui, on vous donne un accès au logiciel que je vais vous montrer juste après, et vous permet ce logiciel d'identifier vos familles d'achat, de les intégrer et d'aller, selon les critères, pouvoir identifier les familles d'achat qui ont un très gros impact sur la performance économique et le risque, donc un très gros impact achat, d'accord, et un très gros impact externe, donc sur la partie RSE et partie prenante. Ça vous permet d'identifier quelles sont les familles stratégiques avec des impacts externes prioritaires, quelles sont les familles à haut potentiel pour aller générer de la triple performance. Si vous êtes sur des familles qui sont uniquement à dimension achat, quelles sont les familles qui ont le plus de potentiel pour aller générer de la performance économique et de la réduction du risque? Évidemment, des familles qui ont peu d'impact interne, mais des très gros impacts RSE et parties prenantes vont être des familles plutôt de management de la RSE, où vous n'allez pas trop chercher à faire des gains, ça ne sert à rien. Il y a des familles qui ont très peu d'impact interne et très peu d'impact externe, qu'on appelle management de la supply chain. Là, vous faites en sorte que ça tourne et vous n'allez pas faire des projets hyper complexes. Voilà. Évidemment, l'entonnoir de gestion de projet, une fois que vous avez identifié une famille, vous allez déployer les 5 étapes
qui intègre notamment l'appel d'offres, etc. Vous allez activer tous les leviers de performance économique, de réduction du risque, de réduction des impacts RSE et de réduction des impacts sur les parties prenantes ou d'amélioration de la réponse apportée aux parties prenantes. Ça vous permet d'exploiter votre tableau de bord efficacement. Est-ce que vous voulez qu'on vous montre le logiciel? Je pense que ça va les intéresser. Tu crois que ça va les intéresser? Ah oui. Bon, allez, je vous montre. Alors, juste pour reconnecter bien toujours tout ce qu'on vous a présenté. On vous a présenté la partie tableau de bord. Ouais. On vous a présenté un tableau de bord tout au départ qui avait effectivement une intégration de l'analyse de ces familles. Et en fait, aujourd'hui, on en a fait un petit logiciel pour effectivement que nos apprenants puissent mettre en pratique plus facilement la formation pendant les journées distancielles. Besoin de poser 4 jours. Bon, alors, on est sur le logiciel. Alors, le logiciel est très simple, celui qu'on fournit en fait dans le cadre de la formation à partir de cette semaine. Donc, ceux qui sont en cours de formation et qui ont déjà passé une grosse partie de la formation, demandez-nous par mail, on va vous donner accès, tout simplement. C'est juste que vous ne le ferez pas avec nous. Mais vous avez toute la formation pour le faire, parce que vous l'avez fait sur Excel et sur les différents outils, c'est la même chose. Donc là, ça vous permet en fait très rapidement de structurer, voilà. Donc, vous rentrez votre nom de famille. Je ne sais pas, moi, une famille, on pourrait mettre famille transport, par exemple. Vous voyez, vous rentrez votre famille ici. Hop. Voilà, et vous avez la famille qui est créée. Et donc, vous allez remplir les éléments de la matrice interne, donc tout ce qui est sujet à la performance économique et au risque. Donc, vous allez rentrer tous les indicateurs ici liés à la performance économique avec les coefficients, etc. Donc là, votre tableau de bord est extrêmement utile. Tous les indicateurs liés au risque pour l'activité. Et vous allez avoir une synthèse de positionnement en interne. Et ensuite, vous allez faire la même chose sur la matrice externe, donc avec les impacts RSE et parties prenantes. Et à la fin, ça va vous amener sur la matrice stratégique. Donc, vous faites vos calculs avec tous les critères, tout simplement. Vous choisissez les familles que vous voulez analyser. Et vous arrivez sur la matrice stratégique, où là, vous voyez, par exemple, on a rentré des données pour la famille étiquette et bouteille, pour l'exemple de ce live, et vous cliquez dessus et vous avez voilà, la position de la famille en fonction de ses critères économiques, de risque, des impacts RSE et des criticités sur les parties prenantes. Et ça vous permet d'identifier en fait que c'est une famille achat triple performance qui a un fort potentiel d'amélioration de la performance économique, sociale, environnementale et également de risque et d'amélioration de la réponse aux parties prenantes. Donc typiquement, c'est la famille bouteille serait un projet à mener en priorité pour venir générer de la triple performance, tout simplement. Et donc, entrer dans la fonction achat et entrer dans l'obligation de résultat, c'est-à-dire, typiquement, si vous travaillez sur les familles qui sont tout en bas, là, et par exemple les bouchons, bah, vous allez forcément travailler sur les moustiques plutôt qu'à sécher le marais. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de résultats. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller se focaliser sur les familles prioritaires d'action et puis d'identifier si on est sur des portefeuilles où il y a des familles prioritaires d'action. Beaucoup d'acheteurs, en fait, on travaille sur des portefeuilles qui ont peu d'impact. Et de maîtriser ça, ça vous permet de choisir vos portefeuilles et d'avoir une stratégie de carrière qui est beaucoup plus, on va dire, enrichissante. Là, en fait, c'est une approche méthodologique professionnelle. Par exemple, quand vous allez établir une stratégie, très souvent, en fait, on choisit nos cibles sans même vraiment pouvoir les justifier, les pondérer. Alors, ça peut paraître effectivement assez scolaire dans l'approche, mais quand on a des dizaines et des dizaines de familles aujourd'hui, avoir une approche professionnelle, c'est d'arriver à tout mettre à plat, vraiment à part égale, pour pouvoir effectivement venir pondérer notamment notre critère RSE, nos criticités risques, et d'une manière en fait qui sera pertinente et qui pourra être validée si vous avez un audit client, si vous avez un audit effectivement d'un gros client qui vient voir mais comment vous avez priorisé vos familles d'achat, comment vous optimisez vos achats. Bah, écoutez, effectivement, on connaît nos principaux achats, mais on a fait un effort, on a fait un travail sur l'ensemble de nos familles pour justement pondérer les familles sur lesquelles, au niveau de la RSE, on a très peu travaillé. Et à la fin, ça nous donne quoi? Ça nous donne une priorité. Ça nous propose des priorités que l'on va choisir derrière. On va en discuter avec la direction. Bon, voilà, effectivement, sur une mise à plat de l'ensemble de nos familles, en utilisant un outil tel que l'on a ici. On en a vu le même sur Excel cette fois-ci. Il est sur un logiciel qui amène beaucoup de praticité d'utilisation. Eh bien, on va avoir effectivement
de quoi justifier notre stratégie. Et voilà, là, on voit 1, 2, 3. Ça, c'est ce qui nous est recommandé. En fait, on va aller chercher la première famille qui a un indice le plus élevé, hein, qui va être la plus mise en avant, et donc justifier l'emploi de ressources immédiates ou à déployer pour pouvoir aller plus vite sur ces 3 sujets-là. Exactement. En fait, vous focalisez, vous identifiez l'obligation de résultat, performance éco, risque, RSE, partie prenante, qui est ce pourquoi on fait appel aujourd'hui à une fonction achat de haut niveau. Hein. Si vous êtes sur des niveaux 3, vous pouvez vous focaliser uniquement sur la performance économique et le risque. C'est la matrice interne, c'est le même résultat. Tout dépend de ce que vous visez, mais si vous cherchez les plus hauts niveaux de maturité, c'est-à-dire vraiment une dimension achat, RSE, voire développement durable, hein, parce que le développement durable, finalement, c'est de la performance économique, sociale, environnementale. C'est la définition du développement durable. Si vous intégrez achat et RSE, ça fait du développement durable au carré, en gros. Et donc, effectivement, ça vous permet d'avoir un plan d'action très structuré, très défini, grâce à la matrice stratégique Impact 3, hein, qui est le cœur de SWOT aujourd'hui. Hein. SWOT, on est basé sur une méthode qu'on développe depuis maintenant 17 ans. Il y a un livre, si vous souhaitez en savoir plus, chez Duno. Mais effectivement, ça permet vraiment d'architecturer ça de manière extrêmement performante. Et donc, du coup, pour tous ceux qui sont dans des démarches EcoVadis, dans des démarches de labellisation, etc., ou même tout ce qui est aujourd'hui réglementaire, CSRD, DPEF, etc., et bien en fait, en faisant ça, vous allez cocher les critères, puisqu'en fait, vous allez vous former, vous allez intégrer la dimension RSE dans votre politique achat, dans votre stratégie achat, dans vos critères de sélection et de projet. Et en fait, vous allez répondre à tous les critères qui sont demandés par les différentes dimensions, on va dire, de labels, EcoVadis et autres obligations réglementaires. Mais en plus, surtout, parce que c'est bien beau de cocher les cases, vous allez surtout aller générer des résultats. C'est là où ça va devenir vraiment intéressant, puisque vous allez réellement réduire les coûts, réduire les impacts RSE, réduire les risques et réduire ou améliorer en tout cas la réponse apportée aux parties prenantes par l'innovation, par plein de sujets. Et on le fait de manière très simple, parce que vous avez dans un seul endroit, en fait, on va travailler tous les sujets périphériques à notre portefeuille. On va vraiment intégrer tous ces critères RSE et tous les critères économiques et risques au même endroit. On va pouvoir les connecter derrière à notre tableau de bord. Et en fait, ça nous simplifie énormément la tâche, parce que jusque-là, on était obligé de se baser sur plein d'outils et d'en avoir un peu partout. Donc, faire quelque chose d'unifié, voilà, c'était difficile. Donc, on a la version Excel, on a la version que vous voyez là en logiciel. Et effectivement, parce que ça fait partie des questionnaires d'EcoVadis, c'est est-ce que vos équipes sont formées? Est-ce que vous avez travaillé la criticité RSE de vos familles? Et en fait, tout ça, à un moment donné, vous allez devoir le prouver. Et pour le prouver, vous avez cet outil-là, qui est assez génial et qui est très simple d'utilisation et qui permet du coup de communiquer beaucoup plus simplement et d'expliquer votre démarche à toute personne qui viendrait rejoindre votre service. Si vous êtes un service achat, si vous êtes gérant d'un service achat de 5, 6, 7 acheteurs. Ouais. Alors, Olivier pose une question. Tu n'es pas dans nos formations, Olivier? Je te vois souvent. Il est dans nos formations, Olivier, non? Non, on te voit souvent. Mais du coup, effectivement, si tu remplis la matrice, tu vas le savoir, quels sont les achats hors prod qui ont typiquement des impacts RSE forts. Ce que je peux te dire, typiquement, le transport en général et la famille, on retrouve le plus gros impact à la fois sur la performance économique, le risque et également les impacts RSE. On peut considérer que le transport, c'est hors prod en général. En tout cas, c'est souvent extrait des achats de production, alors que pour moi, ça en fait partie. Mais ça, c'est... Voilà. Non, mais oui. OK. Alors, voilà, c'est juste un exemple, mais effectivement, gardez en tête qu'aujourd'hui, un tableau de bord qui n'est pas suivi d'un plan d'action, ça sert pas à grand-chose. Donc, savoir faire un tableau de bord, c'est déjà quelque chose. C'est 14 heures de travail, je crois, de tête, ou 12 heures. Intégrer la dimension RSE, c'est 14 heures de formation en plus. Vous voyez, c'est pas grand-chose pour aligner vos compétences sur les enjeux des organisations. Et puis après, si vous voulez savoir faire des politiques achats, des stratégies, des projets, c'est des formations plus longues, mais vous êtes tout à fait capable demain de devenir un expert de ce domaine-là, et donc de cocher toutes vos obligations de la profession achat de base, mais aussi de la nouvelle profession achat, celle qui évolue, qui se transforme en management du développement durable. Jean, évidemment, fais-nous un mail, on va te donner accès au logiciel. On attend, il faut que je donne à Julie le lien Voilà, on va faire un mail à tous nos anciens apprenants. Vous allez pouvoir utiliser cet outil, bien sûr, Jean.
On termine, parce que comme d'habitude, on est un petit peu en retard, mais en gros, là, je suis sur le logiciel, une petite seconde, voilà. Donc en gros… Juste pour compléter, globalement, la formation minimum chez nous qui vous permettra d'accéder à tout ça, c'est l'Orange Belt, 65 heures, que vous retrouvez sur notre site internet Ouais, tout à fait. assez facilement. C'est le niveau de base pour faire tout ce qui est data C'est le manager. minimum. Ouais, c'est le minimum. De toute façon, en dessous, de toute façon, on n'a rien sans rien. Tous ceux qui veulent faire des formations de 3 heures en espérant devenir des experts, ils se voilent la face. Aujourd'hui, il n'y a que en faisant des vraies formations de métier et opérationnelles que vous allez devenir des experts, que ça va transformer votre carrière et vous permettre, si vous le souhaitez, d'avoir un impact et tout simplement d'être aligné sur les besoins des entreprises et faire partie de la fonction achat de demain, qui va plutôt être, a priori, du management du développement durable, des achats RSE. Voilà. Bon, la matrice, ça sert à quoi? Derrière, boum, vous avez vos familles, vous pouvez déployer vos plans d'action, vous organisez vos plans d'action. Voilà, tout simplement, et ça vous permet de générer des résultats. On a fini pour la présentation. Je vous mets le lien pour accéder au guide tableau de bord, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et commencer à structurer leur tableau de bord sans faire la formation. Hein. Nous, évidemment, on est un centre de formation, de conseil et de recrutement aujourd'hui, mais on est aussi là pour vous aider. Il y a un aspect communautaire. On est surtout là pour vous aider. Donc, sachez qu'on vous donne énormément de choses. Donc, vous n'êtes pas obligé d'acheter une formation. En fait, vous pouvez tout à fait commencer à y travailler. Évidemment, si vous voulez gagner du temps et atteindre les plus hauts niveaux d'expertise, on vous le conseille. On travaille comme des fous, nous, depuis des années et des années pour faire la meilleure formation, tout simplement, aux achats et à la RSE existante. Et voilà, c'est… Oui, on sort complètement des sentiers battus des organismes de formation. Pour ceux qui nous connaissent, ils le savent, ils ont pu l'expérimenter, mais là, on est vraiment sur, au final, un petit centre d'innovation métier. Hein, pour le coup, beaucoup de gens qui suivent nos lives nous le disent souvent. En fait, on apporte vraiment une innovation, une nouveauté, une méthodologie surtout et pour le métier des achats. Ouais, en fait, il faut savoir que soit aujourd'hui, on fait partie de la French Tech, on fait partie de la communauté du Coq Vert de la BPI, et on est centre d'innovation certifié par l'État. On est C2I. Donc, en fait, on est une vraie entreprise innovante. La méthode Impact 3, c'est 17 ans de recherche et développement sur le terrain. On l'a co-développé avec Sébastien depuis des années. Et effectivement, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une approche aussi simple, hein, avec les 5 piliers de la méthode, qui vous permettent de déployer des approches lean management, d'amélioration continue, de structuration des bases de la fonction achat, on va dire, des 40 dernières années, puis la nouvelle fonction achat qui intègre toutes les nouvelles dimensions RSE, data management, pour aller rentrer dans une ère, on va dire, de développement durable, hein, puisque quand on rajoute performance économique, sociale, environnementale, c'est la définition du développement durable selon les 17 objectifs du développement durable. Je dirais qu'en fait, notre particularité aujourd'hui chez SWOT, c'est qu'on lie la performance économique à l'impact RSE, et on est les seuls à faire ça. Aujourd'hui, toutes les formations, je vous invite à nous challenger là-dessus, toutes les formations vont travailler sur la RSE d'un côté, travailler sur la performance économique de l'autre, mais jamais réunir les deux. Et ce qui est dommage, c'est qu'il faut savoir que là où il y a des impacts environnementaux, c'est là où il y a le plus de gains à faire aussi, tout simplement. Ça, vous le découvrez, ceux qui connaissent la méthode l'ont découvert. Aujourd'hui, séparer la RSE et la performance économique, c'est à la fois être moins performant sur les enjeux RSE et être moins performant sur les enjeux économiques. Donc, en fait, lier les deux et rentrer dans une vraie démarche de développement durable, c'est la clé, en fait. Voilà. Et la méthode Impact 3, c'est notre combat aujourd'hui. On lie performance économique et impact RSE et on transforme la fonction achat. On n'est pas trop mal en timing, Sébastien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à nous poser vos questions. On va rester un petit peu avec vous encore. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, les sujets que vous souhaiteriez aborder, tout ça. Moi, c'est bon pour moi. Je suis content. On a tenu notre timing. On essaie toujours de ne pas dépasser l'heure. Vous voyez, 1h04, donc c'est très, très bien. Donc voilà. En tout cas, on espère que ça vous a donné des idées, parce que là, on n'est pas rentré dans un détail très technique. Là, il nous aurait fallu 2 heures. Mais en tout cas, si vous voulez plus d'informations techniques, n'hésitez pas à nous appeler. Sur la compatibilité avec vos systèmes, sur les difficultés de vos systèmes d'information, de gestion de vos data. On sera content de vous répondre. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, sinon, si
si vous n'avez pas forcément le temps de nous appeler. Donc Ouais, voilà. c'est vrai. Merci Laurent. Ah, Laurent, c'est toujours riche et inspirant. Bah, merci, Laurent. Ça nous fait plaisir. On espère que pour être avec nous à cette heure tardive, 19h20, c'est pas mal, hein. Pour l'anecdote, j'avais oublié que j'ai posé mes congés en ce moment, donc je suis actuellement en congé, figurez-vous. Je n'ai pas annulé le live. Ça, c'est génial. C'est poser des, poser des sessions pendant ses congés. Mais ça, c'est typiquement moi. Voilà, rendu. Non, rendu curieux. Ben oui, Olivier. Mais on t'attend du coup. Si tu ne te formes pas chez nous, qu'est-ce que tu attends? Bon sang. Viens te former, viens rejoindre la communauté. On commence à être beaucoup en fait, hein. C'est assez épatant. En quelques années, en fait, on est devenu numéro un de la formation continue aux achats. Voilà, on est les seuls à proposer des formats 100% en ligne. Du coup, c'est hyper flexible pour les professionnels, pour les reconversions professionnelles. On aide énormément. Salut Gonzague. On t'a pas beaucoup vu pendant ce live. Tu as pas beaucoup commenté, c'est pas bien. En plus, je t'ai pas vu c'est pas le trophée CNA, mais au CNA, à la remise des priorités des directions achats. Je suis allé à Bordeaux et je pensais te voir. J'aurais dû te contacter, mais bon, comme d'habitude, j'étais un petit peu à l'arrache. Je suis parti au dernier moment et puis voilà. Et j'ai vu plein de monde à Bordeaux, c'est très cool. Céline, merci Céline. Merci Céline. Olivier, tu peux, bien sûr, elle permet de poser la matrice, l'Orange Belt. C'est le premier niveau, c'est le niveau minimum en fait, Ouais, dans lequel vous verrez ce sujet-là. Dans la White Belt, vous faites la matrice et dans l'Orange Belt, vous apprenez à faire les tableaux de bord. Donc, vous allez plus loin en expertise. Voilà. Ça fait les deux en fait. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que c'est l'orange, parce que vous avez besoin d'avoir les deux pour être en capacité d'utiliser en toute simplicité et flexibilité en entreprise. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter hein, sur LinkedIn ou autre. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va vous quitter. Dites-nous au revoir surtout. Vous avez été beaucoup de participants et assez peu de... Voilà, alors dites-nous au moins au revoir. Dites-nous rapidement, ça nous a plu, on s'est fait chier, on en veut d'autres, enfin je sais pas, ce que vous voulez. Voilà. Véronique, on va voir. Merci Véronique. Même pour quelqu'un qui suit actuellement la formation, tu vois. Bah ouais, effectivement, on divague un peu plus lors des lives, c'est un peu plus libre. Donc forcément, tu as plein de petites choses supplémentaires, Véronique, qu'on t'amène dans la formation. Ciao, Ouais. Michael. Michael qui fait partie de la communauté aussi. Tout coup. Avec plaisir, tout coup. Jean, merci à toi. Merci tout le monde. Merci Jean. Merci Jessica. Merci Olivier. Ciao Laurent. Merci pour ta participation et tes questions, tout ça. Merci Armélie. Sur le téléphone, j'arrive à voir qui parle. C'est pas mal. Ouais, c'est vrai, sur le chat, là, on ne le voit pas. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci à tous. Merci Gonzague. Si tu veux le logiciel, tu nous écris aussi. Sinon, tu attends que Julie te l'envoie. Je pense qu'on l'enverra début juin ou plus tard à tout le monde. Bon, on y va, Sébastien? Parce que moi, je repars en vacances. Hein. Ça va un peu, les lives en plein milieu des vacances. Là, j'ai ma femme qui... J'ai déjà reçu un mail, c'est Véronique. Ah, j'ai cru de... J'ai mis tout le monde en copie. Je le veux. Bon, ça marche. Allez, salut tout le monde. Ciao. Et si vous allez sur le site de SWOT, vous avez rubrique ressources, vous pouvez télécharger tous les éléments. Donc, n'hésitez pas. La question, c'est quoi un pareil? C'est quoi? Ouais, mais c'est quoi un pareil? Oui. Alors, toi, comme tout coup, on ne te connaît pas, on ne sait pas si tu rigoles ou si tu es sérieux. Alors, il y a deux choses. Il y a le pareil et il y a le salse pareil. C'est deux choses complètement différentes. La salse pareil, c'est Gargamel qui a créé ça, Sébastien. Bon, allez, on arrête. Allez, Allez, au ciao, revoir. ciao.